Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Tout le monde nous entend bien. Je vois qu'il y a déjà une trentaine de personnes. Alors ce matin, on va discuter d'un sujet qui est le 360 degrés, un webinaire qu'on a intitulé « Comment analyser et adapter ces méthodes de management aux enjeux actuels du monde du travail grâce au 360 ». Et ce matin, pour m'accompagner et discuter de ce sujet, je reçois deux experts qui sont Hélène et Nicolas, deux experts qui ont co-créé la solution 360 Talent Zoom qui est éditée par Pearson Talent Lens. Bonjour Hélène. Bonjour Christophe. Je vais te laisser te présenter rapidement. Avec plaisir. Donc, en quelques lignes, j'ai d'abord travaillé dans l'industrie en tant qu'ingénieur et après, j'ai décidé de m'orienter vers les ressources humaines, d'abord en entreprise, puis dans le conseil, car j'avais fait en parallèle avec mon travail des études de psycho. Aujourd'hui, j'accompagne les entreprises et les personnes dans l'identification et le développement de leurs compétences. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça se passe par des assessments, des formations ou des démarches d'accompagnement comme le coaching individuel ou d'équipe. Et évidemment, j'utilise le 360, comme tu viens de le dire Christophe, que j'ai co-créé avec Nicolas, mais également avec Brigitte Chuquet et Françoise Dissot-Doutrio. Ça marche. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Je vais te laisser Bonjour à tous. te présenter à ton tour. Oui, d'accord. Alors aujourd'hui, je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Enjeux Dirigeants. Le cœur de notre métier, c'est l'accompagnement des dirigeants à travers des prestations d'outplacement, de transition professionnelle, de développement managérial à travers des coachings, et puis la gestion de carrière au sens très large. Et donc, on utilise bien sûr très régulièrement des 360 dans cette démarche-là. J'étais avant, donc je fais ça depuis 2000. J'étais avant dans le groupe Kering, qui s'appelait à l'époque Pinot Printemps Redoute, sur des fonctions RH et opérationnelles. Je suis psychologue clinicien de formation. J'ai commencé ma carrière dans la protection de l'enfance. Super. Super. Alors pour démarrer ce webinaire, je vais d'abord demander à Hélène. Hélène, est-ce que tu peux nous donner ta définition du 360 degrés? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, un 360, je trouve que c'est important de rappeler que c'est avant tout un état des lieux, des perceptions qui fait réfléchir à la réalité. Mais il faut avoir en tête que ce n'est pas forcément la réalité, parce que c'est une enquête, ce n'est pas un test. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément une évaluation objective, et c'est pour ça que, pour nous, entre autres Nicolas et moi, c'est avant tout une démarche de développement plus qu'une démarche d'évaluation. Le processus, peut-être je rappelle, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est un retour de perception des personnes qui constituent l'environnement professionnel de ce qu'on appelle un bénéficiaire. Donc, c'est le retour de perception des collaborateurs, des pairs, du hiérarchique et d'autres personnes que l'on va comparer à la propre auto-évaluation du bénéficiaire à partir d'un questionnaire identique sur ses comportements professionnels. L'intérêt, c'est que ça permet à la personne de bien analyser et développer ses pratiques managériales, évidemment quand ce sont des managers, mais pas uniquement, parce que l'outil s'adresse également à des experts, c'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir des responsabilités sans pour autant avoir une responsabilité d'équipe à manager. Je profite de l'occasion pour rappeler des principes qui me sont vraiment chers. Ce qui est important, c'est que ce qu'on appelle le bénéficiaire, donc la personne qui va être l'acteur principal de la démarche, il faut que ce bénéficiaire soit volontaire ou à défaut qu'il adhère à la démarche. Sinon, ça va être compliqué par la suite. L'autre point extrêmement important, c'est de faire en sorte que les témoins soient protégés par l'anonymat, sauf l'exception du hiérarchique qui, lui, peut effectivement être seul dans sa catégorie, donc on connaît ses réponses. Et l'autre point extrêmement important, c'est que les résultats sont confidentiels. Ça veut dire que lorsqu'on remet un rapport de restitution, donc le document dans lequel il y a l'intégralité des résultats, il est remis exclusivement
au bénéficiaire, à la personne qui a entrepris son 360. Et c'est ce document, et là c'est un point évidemment important parce que c'est pas en option, c'est essentiel, qui est un temps d'échange, de restitution, qui permettent vraiment à la personne de comprendre et d'accepter ses résultats en vue d'élaborer un plan de développement. Alors, je posais la question là aux participants. Est-ce que dans votre entreprise, vous utilisez déjà ce process de 360 degrés? Alors là, on m'a répondu non. Julie me dit oui. Non. Oui. Non. Il y a beaucoup plus de non que de oui, donc. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'ils sont inscrits aussi. C'est sûr. Pour ça ça tombe bien. Bon, bah c'est bien. Nous allons lancer un process ouvert. Ça veut dire quoi, nous allons lancer un process ouvert, Luc? Bon, Luc va me répondre. Alors, Nicolas, c'est quoi la démarche en fait? Comment on met en place le 360 et quelle va être l'expérience vécue par le collaborateur concerné? Ouais. Il y a un certain nombre d'étapes à ne pas rater. Il faut essayer de mettre dans l'ordre. Je vais essayer de les prendre à peu près dans l'ordre. Ce qui va faire qu'une démarche 360 va vraiment bien marcher ou va moins bien marcher, c'est la logistique et la clarté de la communication. Faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment dire ce qu'on fait d'abord, et après ça, faire ce qu'on dit. Donc, ce sont vraiment des étapes importantes. La première chose, c'est que la personne... Alors, il peut y avoir des démarches individuelles ou collectives. Je vais commencer par une démarche. Je vais prendre l'exemple d'une démarche individuelle. C'est souvent celle qui est la plus fréquente. En tout cas, c'est celle par laquelle les entreprises commencent souvent. Donc, d'abord, c'est avoir l'accord du collaborateur. C'est-à-dire que si la personne n'est pas d'accord, c'est pas la peine d'y aller. Il faut qu'elle soit d'accord, et deux, qu'elle soit intéressée et qu'elle sache il faut qu'on essaye de savoir ce qu'on cherche. On ne fait pas un 360 pour voir, quoi, et puis on verra après ce qu'on va en faire. Non, il faut quand même essayer de savoir ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en exergue, qu'est-ce qu'on a envie d'observer, parce que c'est une démarche d'observation, quelles sont les informations qui intéresseraient le collaborateur et ou les ressources humaines ou le patron du collaborateur, mais avant tout, le collaborateur. Ça paraît quand même vraiment très important. La dernière démarche que j'ai entreprise avec une grande administration, le collaborateur est allé voir son RH et lui avait demandé une démarche 360, mais le RH ne l'avait pas accepté comme ça. Il lui a dit, mais attends, explique-moi pourquoi, comment, qu'est-ce que tu en attends, qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, il faut que le collaborateur soit prêt à se remettre en cause. Ce sont des choses qu'on vérifie en amont, nous, avant de lancer la démarche. Il faut que le collaborateur soit prêt à se remettre en cause, soit prêt à discuter, soit intéressé par l'avis de ses témoins. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de valider en amont. Ensuite, on va valider aussi le fait que l'entreprise va tenir ses engagements. C'est-à-dire que Hélène disait tout à l'heure, on ne remet pas le dossier à l'entreprise, on remet le dossier au manager intéressé. C'est donc de ce point de vue-là, d'ailleurs, une démarche pas neutre et assez courageuse, et pour le manager, et pour l'entreprise, qui accepte, dans un premier temps, de ne pas voir les résultats du dossier. Donc, elle fait confiance à son collaborateur, au côté adulte et du collaborateur, qui va utiliser cette démarche comme un tremplin pour se développer. Et donc, on a de nombreux échanges en amont, pas forcément très longs, mais à côté desquels il ne faut pas passer avec l'entreprise et avec le collaborateur, le manager intéressé par la démarche. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ça va en fait assez vite. On explique au collaborateur comment ça va se passer. On va lui expliquer, donc ce n'est pas très, très compliqué à comprendre, donc souvent il comprend très vite. On va l'aider, et ça, ce n'est pas anecdotique, à choisir ses témoins, puisqu'on va choisir le supérieur hiérarchique, souvent il est seul. Bon. Mais il peut aussi avoir envie de choisir
d'autres hiérarchiques, d'anciens ou des hiérarchiques fonctionnelles. Il va choisir des pairs, il va choisir des N-1, des N-2, des clients internes, des clients externes, etc., etc. Il y a toute une panoplie de catégories. Et donc, il faut que ça ait du sens, tout ça. Hein, quelquefois, on voit des personnes qui ont envie de multiplier les catégories. Ça n'a pas de sens. Si on veut savoir, si on sait à peu près ce qu'on cherche, on sait aussi quels sont les témoins qui vont nous donner des réponses par rapport à ça. Donc, on aide à choisir les catégories d'observateurs, on aide à choisir les observateurs. On a l'habitude de leur dire, ne prenez ni votre meilleur copain, ni votre pire ennemi. Vous connaissez leur réponse. Ça n'a pas d'intérêt. Prenez l'avis des gens, prenez les gens, dont la vie vous intéresse. Et donc, c'est pas tout le monde. Alors, évidemment, si j'ai 3 collaborateurs, je prends les 3, hein, on est d'accord. Mais si j'en ai 12, c'est pas les 12, c'est pas une bonne idée. Il faut mettre les gens dont la vie nous intéresse. Il ne faut pas multiplier les témoins parce que ça dilue les réponses. Vous voyez, tout ça, là, je pourrais continuer longtemps. Hein. Je vais abréger. Ce sont des choses qui ne peuvent pas inventer et on les accompagne en amont de la démarche sur tous ces sujets-là pour que ensuite la démarche passe bien. C'est pour ça que je parlais de communication et de logistique tout à l'heure. C'est parce que tout ce qui se passe en amont est très important. Vraiment très important. Puis après ça, une fois qu'on a choisi les observateurs, les témoins, après ça va tout seul. Hein. Le manager intéressé par la démarche va rentrer le nom, le prénom, l'adresse mail, etc. Puis après ça, on a une solution digitale qui marche toute seule. Hein. Elle envoie, la solution envoie les invitations aux collaborateurs, aux témoins, etc. Envoie les relances, etc. Ah, un détail aussi qui n'est pas un détail. En fait, une chose que j'ai oubliée, c'est que le manager intéressé va aller prévenir ses témoins qui vont recevoir un mail pour participer à la démarche. Ça serait catastrophique que les témoins reçoivent un mail ne comprenant pas qui de quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ils vont prendre ça pour un fake, ils vont le mettre à la poubelle. Donc, il faut que la démarche commence en amont. Le manager intéressé par la démarche va aller voir ses collaborateurs, ses observateurs, va leur expliquer de quoi il s'agit, va leur demander s'ils sont d'accord. Et donc, la démarche commence là, déjà. Donc, c'est une démarche qui n'est pas neutre parce qu'elle est publique. Les résultats sont confidentiels, bien sûr. Mais tout le monde sait tout le monde, un très grand nombre de gens dans l'entreprise vont savoir que Tartampion fait une démarche 360. Voilà, ça c'est. Et après ça, une fois que Alors, j'ai Luc qui pose une question intéressante parce qu'en fait, Nicolas, quand on t'écoute, moi, de ce que je comprends, c'est que le collaborateur qui va vivre le 360 va inviter en fait son écosystème à l'évaluer. Oui. Or, dans certaines entreprises, ce que dit Luc, c'est que moi, par exemple, si je subis, alors le mot est important, un 360, si je subis un 360, on va décider à ma place qui va m'évaluer. Oui, alors oui, alors c'est pour ça qu'on insiste, nous, tant là-dessus, c'est parce qu'il y a deux courants. Un courant que je qualifierais plutôt d'anglo-saxon, qui est en train de devenir un courant français, qui est Luc, tu vas faire un 360, on va dire qui sont tes témoins, et puis moi, DRH, je vais recevoir le dossier, et puis on va en parler ensemble. Ça peut partir d'un bon sentiment. Nous, ce n'est pas du tout notre philosophie. Notre philosophie, c'est de mettre à la disposition du collaborateur un moyen pour lui donner des informations afin de l'aider à se développer, lui proposer des moyens pour se développer, coaching, formation, que sais-je. Bon. Et moi, DRH, voir les résultats de l'évolution des efforts qu'aura fait Luc pour les constater dans son comportement, dans son management, dans sa communication, dans son mode d'organisation. Mais sans avoir accès aux résultats, on est d'accord. Oui, et sans avoir accès aux résultats. Mais c'est vrai que les anglo-saxons ne fonctionnent pas comme ça et qu'il y a un certain nombre d'entreprises en France qui demandent aux consultants de fonctionner de cette façon-là. Clairement, c'est pas Hélène et moi qu'il faut venir voir dans ces conditions-là. On n'a rien contre. Simplement, je trouve que c'est dommage de dévoyer un outil 360 qui est le seul que je connaisse, qui nous donne autant d'informations, une telle richesse d'informations pour se développer. Mais c'est pour ça que c'est courageux et pas neutre de la part de l'entreprise, parce qu'ils vont commencer par
verser des honoraires à Hélène, par exemple, au hasard, pour ne rien voir dans un premier temps. Ce qui est une démarche assez courante. Mais Alors, là, il peut y avoir quand même un petit retour, c'est qu'on dit au manager, on dirait à Luc, à la fin de l'entretien de débriefing, parce qu'il y a un moment quand même, on va débriefer avec Luc, ça dure pendant 2 ou 3 heures. Bon. On va lui dire, écoute, ça serait quand même intéressant que tu ailles voir ton DRH, ça serait peut-être intéressant que tu ailles voir ton patron, et ce serait peut-être intéressant que tu ailles voir certains de tes témoins, pas tous, mais certains de tes témoins, déjà pour leur dire merci d'avoir répondu, et puis pour leur dire, écoute, voilà, il y a un message qui m'a été envoyé sur tel sujet, je ne comprends pas très bien, sachez que le sujet m'intéresse, ma porte est ouverte, venez me voir pour en parler. Et assez souvent, les gens viennent en parler parce que la démarche est confidentielle, mais ils ne demandent pas mieux que d'en parler avec la personne pour laquelle ils ont répondu. Et quand ils vont voir leur patron, il n'est pas question de remettre le dossier complet au N+1 ou au DRH. C'est simplement leur dire, voilà les messages qui ont été envoyés, parlons-en. En ça, c'est une démarche très adulte. Alors, du coup, Manuela nous disait c'est plus proche d'une démarche de coaching en fait. Ça peut démarrer une démarche de coaching, oui. Il y a des coachings, moi je fais des coachings qui démarrent, pour certains, pas tous, qui démarrent par un 360. Et nous, quand on vend, entre guillemets, une solution, on vend évidemment l'outil et l'entretien de débriefing, mais j'appuie, enfin Hélène aussi, enfin nous appuyons le plus fort possible pour essayer d'avoir au moins un deuxième entretien derrière. Parce qu'il y a un entretien de débriefing, le collaborateur il a l'impression d'être passé dans une lessiveuse, bon, il ne sait plus où l'on est, on lui dit écoute, voilà, on va se reposer un petit peu, et tu vas faire une synthèse de tout ça, tu vas aller en parler en interne, tu vas réfléchir à ton plan d'évolution, à ton plan d'action, à ton plan de développement, et puis si tu veux, on en reparle dans 3 semaines ou un mois pour faire le point. Et là, effectivement, on pourrait imaginer qu'on se revoit ensuite régulièrement au cours de coaching. Ce sont des choses qui se voient. Oui. Alors Hélène. Oui, je rebondis sur des questions que je vois là. Il y a Luc notamment qui cite pourquoi ce manque de transparence sur les résultats. C'est pas un manque de transparence, vraiment, parce qu'on garantit la confidentialité des résultats, les personnes répondent de façon honnête. On leur demande d'être ni hérisson ni paillasson, de répondre de façon honnête. Et parce que les personnes savent que leurs collègues ou leurs patrons aussi, c'est les résultats pour eux, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Si ils savent que le dossier va être remis au DRH, au DG ou je ne sais qui, du coup, ils vont modérer leur réponse, ils vont moduler leur réponse dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, et du coup, ça n'a plus d'intérêt. Et donc, vraiment, c'est la garantie d'avoir des vrais résultats, parce qu'autrement, l'expérience montre, et parce qu'on a des fois des témoignages de personnes qui en ont déjà fait avant, ça. L'expérience montre que vraiment, c'est la meilleure façon d'avoir des résultats le plus juste possible, en tous les cas qui sont sincères. J'avais envie de rebondir là-dessus. Je vois une question là à propos des adultes. Les gens sont-ils adultes ou pas? Est-ce une croyance ou une réalité? Les gens sont adultes, bien sûr. Mais il faut faire quand même un petit peu attention. Quand on contraint un témoin à répondre alors qu'il n'en a pas envie, on peut voir quelquefois des réponses un peu béni oui-oui. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on cherche. Il vaut mieux qu'un témoin dise non, je préfère ne pas répondre, ou que le manager concerné par la démarche fasse attention aux personnes qu'il choisit. Mais non, les gens globalement sont adultes, mais ils n'osent pas toujours dire réellement ce qu'ils pensent quand ils sont contraints. Voilà. C'est ce que je voulais dire. D'où l'intérêt, effectivement, parce que tout à l'heure, on parlait dans les commentaires, on voyait manque de transparence. En fait, c'est pas un manque de transparence que de ne pas communiquer les résultats. Comme vient de le dire Hélène, en fait, tout l'intérêt, c'est de faire en sorte que les gens s'expriment au maximum. Oui. Une question, cette démarche, elle peut être complètement internalisée ou il faut forcément faire intervenir un cabinet externe pour la mener à bien? Moi, je pense que c'est mieux en faisant intervenir un cabinet externe, même s'il y a quelques contraintes. On pourrait se dire, en faisant intervenir un RH interne, un consultant interne, on va avoir quelqu'un qui connaît l'entreprise. Oui, c'est vrai. Et donc, les deux personnes vont se parler en connaissance de cause. Je parle en connaissance du contexte.
des événements de l'entreprise, voire de la situation du manager observé. C'est vrai. Je trouve que c'est pas mal de voir un consultant externe parce que, comment dire, on n'a pas de lien de subordination malgré tout, on est complètement extérieur à l'entreprise et ça va avoir un intérêt, c'est que comme nous, on ne connaît pas le contexte, on va poser les questions et on va jouer le rôle du candide, autorisé à poser des questions quand même. Et donc, on va challenger notre interlocuteur, le manager observé, pour l'aider à analyser ses résultats. Et comme nous, on ne connaît pas le contexte, effectivement, c'est le manager qui va donner du sens au dossier, aux réponses des observateurs, en nous expliquant le contexte. Or, malgré tout, quand même, quand on en parle, quand on se fait challenger, je trouve que le manager observé va en tirer plus de, enfin, va être obligé de faire l'effort d'explication et de ratisser très large sur le contexte. Alors qu'autrement, si on est avec quelqu'un qui connaît le contexte, on dit, bah, tu connais, hein, tu vois ce que je veux dire. Bah, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une démarche d'analyse de dossier, ça, je trouve. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on peut développer une culture du feedback en s'appuyant sur le 360 dans l'entreprise, Hélène? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, on développe une culture de feedback, ne serait-ce que par, on montre aux personnes qu'en recueillant des feedbacks et ensuite de faisant un retour quand même aux personnes et en disant, écoutez, si j'ai bien compris, vous considérez que ça, c'est plutôt des atouts pour moi. Et là, il y a peut-être des points d'amélioration. Est-ce qu'on peut en parler, tout ça? Donc, les personnes se rendent compte qu'on peut effectivement parler des choses sans que ça déclenche une catastrophe ou autre. Au contraire, donc c'est vrai que ça favorise une culture du feedback et les gens nous le disent. Et les gens souvent sont étonnés, ils ont peur quand on leur dit bah, vous allez aller parler avec vos collaborateurs de résultats, ils disent ah non, non, machin. Et quand on le voit dans le troisième entretien, ils disent ah bah écoutez, c'était super intéressant parce que j'ai appris des choses et c'est génial. Donc ça, c'est vrai que ça vraiment, ça développe cette culture du feedback. Et en même temps, il y a des questions. C'est vrai qu'il faut quand même que, genre, c'est Ludivine qui dit, bah oui, il faut quand même, pour qu'on puisse mettre en œuvre cette démarche, qui est quand même une entreprise suffisamment mature, et j'aime bien le terme utilisé par Ludivine, pour justement dire, bah oui, on peut se dire les choses, quoi. Parce que, et pour répondre à une question que j'ai vue, évidemment, les réponses sont anonymisées. Hein. On ne sait pas qui dit quoi. Et vraiment, Nicolas et moi et les autres, nos autres co-autrices, vraiment disent c'est hyper important de ne pas chercher à savoir qui a dit quoi. Parce que l'expérience montre qu'on se trompe. Alors, on va prendre un exemple. On avait discuté lors de la préparation de ce webinaire. Vous avez un grand compte en client qui est commun. J'aimerais qu'on en parle un peu pour imager un peu et appuyer un peu les propos. C'était quoi l'origine de la demande de ce client? Pourquoi l'entreprise souhaitait faire appel à vos services? Ben, au départ, en fait, il y avait un enjeu pour cette structure, c'était avoir évidemment les meilleurs futurs dirigeants possibles et donc les préparer à exercer à ce rôle. Et ça s'est traduit par deux objectifs, c'est dire il faut qu'on ait des objectifs qui sont plus lucides sur leur comportement professionnel et sur aussi ce qu'on attend d'eux pour contribuer au fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est-à-dire, si on veut que ça marche, il faut rendre acteurs les personnes elles-mêmes de leur propre développement en lien avec les compétences attendues. Ce qui signifie, et ça c'est important de le dire, que souvent, c'est important que les entreprises réfléchissent en amont à ce qu'elles cherchent. Et cette entreprise avait défini les compétences clés attendues pour les dirigeants. Et ça, c'est important, surtout dans un monde que l'on connaît aujourd'hui en perpétuelle évolution, avec des modalités de travail qui évoluent. Hein. Là, on parle du management hybride. Oui, du coup, ça bouge un peu les repères, donc il faut le prendre en compte. Et donc, c'est une entreprise donc, qui cherchait un 360 et ils étaient assez vraiment stricts sur un critère, c'était qu'ils voulaient vraiment que le 360 soit assez exclusif sur les compétences ciblées. Alors que vraiment dans 95% des cas, quand on présente ce qu'on appelle le questionnaire standard,
finalement, même si en amont, les clients disent « Ah oui, mais nous, c'est un peu particulier, c'est différent », ils se rendent compte d'après coup que finalement, le questionnaire global fonctionne plutôt bien. Et là, notre client a vraiment insisté pour avoir un outil, vraiment un questionnaire strictement orienté sur ses besoins. Et donc, on lui a montré qu'on pouvait faire un questionnaire spécifique avec ses besoins, et on a défini justement les questions qui convenaient, et donc le client a choisi Talent Zone. Ouais, je vais rallumer mon micro, ça marchera mieux. Question, Nicolas, par rapport à ce qu'on s'est dit là depuis une vingtaine de minutes, dans le cadre de ce client, tout à l'heure, moi j'ai entendu, il faut l'adhésion du collaborateur. Donc là, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation des dirigeants de ce grand groupe, est-ce que les collaborateurs concernés ont joué le jeu? Comment ça s'est passé? Alors, les collaborateurs ont joué le jeu, oui. En fait, c'est une entreprise il y a une ligne de managers. Et ils ont fait, parmi ces managers, l'entreprise a sélectionné un groupe de haut potentiel. Bon. Et donc, ce groupe de haut potentiel a bénéficié d'un certain nombre d'outils ou de situations pour déjà commencer à se développer. Et dans ce groupe de haut potentiel, ils ont sélectionné un second groupe de haut potentiel. Les hauts potentiels des hauts potentiels, les très hauts potentiels, je ne sais pas comment dire. Et donc, ce sont des gens qui sont déjà habitués à se développer, à se remettre en cause, à dialoguer, à se challenger. Et donc, quand on leur a proposé cette solution de 360, ils l'ont prise avec un grand intérêt, d'abord parce qu'ils savaient que faisaient partie de ce 360 les compétences attendues par l'entreprise pour les futurs dirigeants de l'entreprise. Donc, ça les intéressait beaucoup de savoir comment ils étaient vus par leur entourage sur ces compétences clés. Ça, c'était la première chose. Et seconde chose, comme ils ont déjà participé à des démarches, moi, j'en ai plusieurs qui m'ont dit « Ah, je suis content parce que j'ai évolué sur la partie communication. Les messages que je reçois cette fois-ci ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux que j'avais la dernière fois. » Et tous dirigeants qui sont, ils étaient quand même très contents, me semble-t-il, même enthousiastes quelquefois. Puis quelquefois, ça ne bougeait pas. Donc, ils se demandaient pourquoi ça ne bougeait pas. Donc, oui, ils sont très intéressés. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, et ça avait été fait dans les 360 précédents, on leur a proposé à nouveau, un petit défaut des intéressés peut être de se jeter sur les points dits faibles, s'il y a les points de vigilance, les points à développer, et pas sur les points forts, les points fortement reconnus par leur entourage. Et nous, on insiste beaucoup toujours sur, mais si tu veux développer tes points de vigilance, il va bien falloir t'appuyer sur quelque chose. Et ce sont les points forts que tu vas pouvoir utiliser comme levier de développement. Et donc, ça fait une démarche positive qui n'est pas exclusivement centrée sur les points de vigilance, sur les points dits faibles, entre guillemets, mais qui est une vision plus large, qui intègre les qualités, les savoir-faire, savoir-être du manager pour l'aider à se développer. Donc, ce n'est pas exclusivement je mets le doigt sur ce qui ne va pas et je te fais mal, et comme ça, tu vas voir, tu vas faire. Alors, on a une question de Ludivine. Le 360, finalement, est-ce que c'est un outil individuel mis au service d'un intérêt, je dirais, plus collectif? Ludivine demande, avez-vous eu le 360 pour l'ensemble des membres du CODIR peut-il contribuer à créer une dynamique d'équipe, une cohésion, ou est-ce un outil pas forcément adapté? Hélène? Oui, tout à fait. J'ai un cas récent, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec Nicolas, où effectivement, l'idée, c'était dans une entreprise qui voulait montrer l'exemplarité. Ils voulaient mettre en place une démarche ouverte à tous leurs managers, mais ils se sont dit, bon, commençons, on va le faire pour nous-mêmes. Donc, ça, effectivement, ça a bien marché. Donc, les membres du CODIR ont joué le jeu. Alors, tout à l'heure, je vous disais, c'est important d'être volontaire. Du coup, je ne suis pas complètement convaincue que tout le monde était volontaire au départ, mais l'idée, ça a été de les faire adhérer et de montrer l'intérêt qu'ils pouvaient en tirer. Et effectivement, il y a eu toute une dynamique au sein du CODIR, parce que ce qui est marrant, c'est que chacun
et témoins, quoi. Témoins, c'est ceux qui répondent aux questions, et témoins des autres. Donc, c'était finalement, ça contribuait justement à faire une démarche courageuse ensemble. Donc, c'est pour ça que ça peut être aussi quelque chose de l'ordre ouais, ça peut effectivement contribuer à la cohésion. Mais pour que ça contribue à la cohésion, encore plus qu'ailleurs, c'est important de respecter l'anonymat des témoins et de la confidentialité des résultats. Parce que moi, j'ai eu mais vraiment des super échanges avec les témoins et les bénéficiaires qui étaient stressés au début. Ils stressaient, puis en plus, en tant que membre du CODIR, ils ont l'impression qu'ils ont un enjeu encore plus fort. Mais quand on donne justement à des dirigeants un espace où ils peuvent être eux-mêmes, où ils peuvent parler en confiance, dire oui, comme tout le monde, on a des points forts, on a des points de vigilance. Et ce que disait Nicolas est très important, moi j'insiste là-dessus. Surtout, il dit parlez-moi de mes défauts. Non. Ce qui est important, c'est de justement repérer ses forces pour capitaliser dessus en cas de difficulté. C'est là que c'est important. D'autant plus que force et faiblesse, c'est quelque chose de très relatif. Hein. Donc, c'est à l'occasion de l'analyse du dossier qu'on va donner du sens à tout ça. Oui, mais le 360, moi, j'ai essayé une fois, alors j'ai témoigné. C'est pas fait pour faire de la cohésion d'équipe au sens team building. Vaut mieux prendre le MBTI ou le Golden. Là, à ce moment-là, ça fonctionne vraiment. J'ai assisté une fois à un supérieur hiérarchique qui a débriefé, qui a montré pas le dossier, mais une synthèse de son dossier de 360 à l'occasion d'une cohésion d'équipe. Bon, ça c'est possible, mais j'ai eu l'impression quand même que les témoins, qui étaient donc une partie des témoins étaient dans la salle, on peut avoir l'impression de se sentir coincés parce qu'on leur parle d'anonymat et de confidentialité, puis tout à coup, ils se retrouvent avec leur boss qui étale les résultats et donc ils peuvent avoir l'impression d'être. J'ai eu l'impression que certaines personnes étaient mal à l'aise. Donc, je le déconseillerais. Par contre, je suis d'accord avec Hélène, le fait de passer tout un comité de direction va créer une culture de feedback, là, pour le coup. Oui. Je crois que c'est important quand même, je rebondis sur ce qu'a dit Nicolas, c'est important quand même qu'un manager, qu'il soit membre du CODIR ou pas, puisse faire un retour à ses collaborateurs, ne serait-ce que pour faire un accusé de réception. Moi, ça m'est arrivé là il y a 10 jours. C'est un directeur qui fait son 360 et c'est important qu'il montre à son équipe qu'il a bien entendu les messages qu'il a vu passer. Voilà, il dit pour information, je vous remercie. Déjà, ne serait-ce que remercier de s'être prêté au jeu. C'était pas forcément évident. Écoutez, merci d'avoir répondu. Voilà ce qui ressort comme les choses que vous appréciez. Là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a ça et ça qui sont peut-être des points sur lesquels il va falloir que je bosse. Donc voilà, on est bien d'accord que c'est confidentiel tout ça, mais je reste ouvert. Si vous avez des conseils à me donner, ma porte est ouverte. Vous voyez, et c'est juste pour dire accusé de réception. J'ai entendu ce que vous m'avez dit, et je trouve que c'est important parce que autrement, j'ai eu le cas d'un manager qui avait pas dit l'essentiel. Je lui dis attendez, là, attention, vous allez démotiver votre équipe. Les personnes se sont impliquées, sont engagées, ont passé quelques minutes pour répondre, quelques dizaines de minutes pour répondre à votre questionnaire, et ils se rendent compte que finalement, vous n'avez pas retenu ce qui pour eux était important, du style la délégation, du style le développement des collaborateurs. Donc là, et on a trouvé une façon de faire pour justement qu'ils leur fassent à nouveau une sorte de feedback pour dire attendez, j'ai bien entendu également. Voilà. Et je vais en rajouter une couche, parce que c'est tellement important ce que dit Hélène, et je vais en rajouter une couche à l'usage. On s'aperçoit qu'ils ne le font pas systématiquement. Moi, j'ai un certain nombre de clients qui disaient qu'ils allaient le faire, que ça leur paraissait important, et puis qu'ils ne le font pas. Et on s'aperçoit que ceux qui le font ont des retombées et se développent beaucoup plus vite et beaucoup mieux que ceux qui ne le font pas, sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps, je ne sais pas quoi. Enfin bon, les prétextes sont faciles à trouver. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est pas neutre et que c'est courageux, parce que ça leur paraît évident quand ils sont en face de nous dans notre bureau, et puis une fois qu'ils sont rentrés dans l'entreprise, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple d'aller voir une partie des témoins pour leur dire merci et leur proposer de discuter de certains points. Alors c'est pourtant ça ce que disait Hélène. Je ne reviens pas sur ce que disait Hélène. C'est vraiment important. Alors on a quelques questions. Oula, il y a beaucoup d'écho.
Première question, à quelle population s'adresse le 360? Est-ce que c'est uniquement dédié au top management ou est-ce que, comme le demande Ludivine, on pourrait l'appliquer à des chefs d'équipe, à des experts? Hélène? Oui, j'aime beaucoup moi l'environnement industriel et j'ai longtemps travaillé dans des usines. Et effectivement, il y a quelques temps, j'avais eu un manager qui était manager, hein, qui n'était pas membre du CODIR, mais qui pilotait justement une unité de fabrication. Et il était un peu réfractaire, voilà, c'était un peu. Il a fallu faire preuve de pas mal déjà d'écoute, d'empathie, machin. Et ça a été long. Honnêtement, là, c'était long. D'habitude, pour donner un ordre de grandeur, on peut, entre le premier rendez-vous avec le consultant et puis l'entretien où il fait un feedback sur ses résultats, peut se passer 1 mois et demi, 2 mois. Ça, c'est possible. Ça peut être un peu moins, ça peut être plus. Mais là, ça avait traîné. Et là, j'étais quand même embêtée. Et puis, quand je lui avais dit, bah, écoutez, monsieur, je vous propose, il faut au moins caler dans votre agenda pour l'entretien de restitution au moins 2 heures, mais ça sera plus vraisemblablement 3 heures. Il était hyper réfractaire, il dit, 2 heures, ça suffira. Et au final, j'ai passé 4 heures. Et c'était une personne qui était, mais vraiment derrière, vous savez, les personnes qui sont pas faciles d'accès, mais intelligentes, qui comprend l'intérêt de la démarche. Et je ne veux pas dire qu'on est partis copains, mais franchement, ça a été pour lui un moment important. Alors, quelques questions classiques. Combien de questions dans une enquête? Quel est l'investissement en termes de temps pour les témoins? Et la durée moyenne pour remplir correctement l'enquête? Alors, combien de questions dans une enquête? On a, dans Talent Zoom, on a un socle de 15 compétences, ce qui fait 93 questions. Et on a 2 versions de Zoom, deux versions de Zoom. Je vous parle de la plus longue. Et après ça, on a 3 axes, un axe dirigeant, un axe manager, un axe expert, avec chacune à peu près 20 questions. Donc, si on met la solution le socle de base, le socle plus dirigeant manager, ça fait 140 questions, ce qui fait pas mal. On a une autre formule où on a mis moins de questions, donc le coup de miroir est un peu moins fin, et là on a une centaine de questions à peu près, ce qui est évidemment plus rapide. Le temps pour répondre, c'est une demi-heure, on va dire, si on va assez vite. C'est souvent un petit peu plus. L'expérience montre que les gens réfléchissent et qu'ils mettent environ 45 minutes pour répondre à un questionnaire. Ils peuvent le faire en une fois ou en plusieurs fois, d'ailleurs. Ils peuvent ne pas valider leur questionnaire tout de suite, réfléchir, puis y revenir. On s'aperçoit que ce qui va souvent prendre du temps, c'est la rédaction des verbatims. C'est-à-dire qu'il y a des questions auxquelles on va répondre en mettant jamais, toujours, quelquefois, etc. Bon. Et puis, il y a des verbatims, et ce sont souvent les verbatims qui prennent plus de temps à rédiger. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que quelquefois, il y a peu de verbatims, mais quelquefois, il y en a beaucoup. Et je trouve que quand il y en a beaucoup, c'est une forme de générosité de la part des témoins vis-à-vis du manager observé. Mais quelquefois, il y en a peu. Bon, donc, moi, je dirais 45 minutes. C'est pas une course de vitesse. Donc, on peut leur dire de prendre le temps. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas et par rapport au nombre de questions et la durée moyenne. Je suis complètement en phase avec ce qu'il s'est dit. Et ce qui est vraiment important, vous voyez, dans un 360, il y a effectivement des questions qui sont préformatées, hein, et les personnes répondent selon une échelle. On a fait l'option, nous, d'une échelle de fréquence, comme disait Nicolas, de toujours à jamais, une échelle en 6 points. Mais ce qui fait la richesse de l'outil, c'est qu'après, pendant un quart d'heure, elles aient dit oui, un peu, beaucoup, passionnément la folie, pas du tout. Quand on leur pose des questions, qu'appréciez-vous chez cette personne et quel est le conseil que vous lui donnez pour s'améliorer, les réponses sont finalement pertinentes parce que les personnes sont vraiment concentrées sur la personne. Elles sont riches. Et Nicolas a raison de dire que le volume des questions de réponses est déjà un indicateur en soi. Et voyez, si on dit, oh, bah alors pourquoi, si ces 2 questions sont vachement intéressantes, pourquoi pas limiter le questionnaire à 2 questions? Bien parce que c'est pas du tout pareil. Si vous, d'entrée de jeu, vous dites, bah, qu'est-ce que vous appréciez là chez Nicolas et quel est le conseil que vous lui avez donné? Du coup, c'est bateau, oui, bah, il est plutôt sympa, et puis, ah ouais, il est pas très machin.
voyez, voilà. Donc vraiment, ce qui fait la force du questionnaire 360 et ce qu'adorent les personnes qui le fassent, c'est ce qu'on appelle les verbatims, les commentaires libres qui viennent apporter de la chair par rapport aux chiffres. Et là, déjà, ça met en évidence de façon assez évidente presque les axes de développement. Et comme les personnes l'ont vu écrit noir sur blanc, c'est difficile de dire bah non, c'est pas vrai, tout ça. Bah si, parce que c'est argumenté, quoi. Comment vous garantissez la confidentialité de ces réponses? Ah, bah la confidentialité. Bah, L'outil est informatique, on n'a pas accès aux résultats des personnes et on s'engage à ne pas remettre le dossier. Alors, il y a une époque, d'ailleurs, on demandait à l'entreprise cliente de nous signer un papier disant qu'ils ne nous demanderaient pas le dossier, etc. Personnellement, je ne le fais plus aujourd'hui, mais il y a 10 ou 15 ans, ça pouvait être utile. Simplement, on s'engage à ne pas le faire. Voilà. Et juste pour rebondir, parce que j'ai eu le cas, c'était chez un client, c'était très, très compliqué. Et donc, du coup, on a convenu, mais ça, c'était parce que le bénéficiaire était d'accord, qu'on ferait un entretien tripartite avec le manager, le hiérarchique, le bénéficiaire et moi-même. Comme ça permettait de faire ressortir, pas tout, évidemment, mais les axes essentiels, et à travers les extraits du rapport que l'on montrait, et puis comme j'étais là, donc c'était forcément le vrai rapport, du coup, ça permettait là d'avoir en retour au hiérarchique, mais pas là forcément l'intégralité. Et surtout, c'était le bénéficiaire qui était OK ou pas OK pour montrer sa confiance. Il y a deux notions. Il y a la notion de confidentialité et la notion d'anonymat. La confidentialité, c'est ce qu'on vient de dire. L'anonymat est garanti en mettant au moins 3 observateurs par catégorie d'observateurs. C'est-à-dire que si on prend des pairs, on s'engage à ce qu'il y ait au moins 3 pairs. Si on prend des N-1, on s'engage à ce qu'il y ait au moins 3 ou plus, mais au moins 3 pour que l'anonymat des personnes qui ont répondu soit respecté. La confidentialité et l'anonymat, c'est pas exactement. Marion dit parfois on peut deviner qui a écrit avec les verbatims. Bah, oui. Évidemment, les gens, oui. les personnes qui répondent, il y en a certainement qui ont envie aussi qu'on sache que c'est elles qui ont répondu ça et qui font en sorte que ça se sache. Oui. Alors... Je ne sais pas s'il faut exprès, mais en tout cas, ce n'est pas un sujet pour eux. Et c'est vrai que les réponses ne sont pas secrètes, elles sont confidentielles, c'est pas pareil. Mais oui, non, mais c'est un point important que relève Marion, parce qu'effectivement, parfois, il y a on dit, bah oui, ça, je suis sûre que c'est. Et c'est pas forcément vrai, parce qu'ils s'en rendent compte quand, après coup, ils disent, bah j'en ai parlé, tout ça, et c'est pas du tout la personne auquel je pensais qui m'a dit, ah, mais moi, je vous ai écrit ça dans le truc. Parce que après coup, les gens peuvent dire, ah, mais c'est moi qui ai écrit là, le machin bidule. Et donc, parfois, on a eu le cas, notre ancienne patronne, Nicolas et moi, avait fait la démarche et elle s'était rendue compte aussi que là où elle était sûre de quelque chose, eh ben non, ça n'avait pas été ça. Donc, oui, c'est un piège. Il vaut mieux ne pas essayer de comprendre qui dit quoi. Maintenant, effectivement, quand on comprend, la personne qui s'exprime dans les verbatims sait qu'on peut peut-être la reconnaître. Et alors, franchement, moi, j'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Jamais. Jamais. Si on s'y prend bien, c'est pour ça que la logistique est importante. Si on s'y prend bien en amont, si on explique bien à la personne comment choisir ses observateurs, eh ben, la question ne se pose pas. On n'a pas de sujet là-dessus. Il y a quand même un peu plus de concurrence sur le marché des 360 depuis 4 à 5 ans. Oui. Il y a beaucoup d'outils. Oui. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question. C'est quoi les atouts, les avantages de l'outil TalentZoom? Ah, bonne question. Je vais laisser Hélène compléter, mais je vais revenir sur une partie de réponse que j'ai faite tout à l'heure. C'est le nombre de questions. C'est un des avantages, mais c'est le nombre de questions. Alors, l'inconvénient, c'est que du coup, ça fait beaucoup de questions. Mais l'avantage, parce qu'on a le culot de le faire. On a le culot de mettre 140 questions. Et les autres n'ont pas le culot de le faire. Et nous, on le fait parce qu'on sait qu'en aval, on aura un dossier beaucoup plus fin qui va nous apporter beaucoup plus de renseignements pour aider le collaborateur à se développer et à construire un plan de développement. Et il y a d'autres choses aussi, je vais laisser Hélène.
Oui, alors je veux dire quand même que toutes les démarches sont pas 140 questions, hein, qu'on peut tout à fait faire avec beaucoup moins de questions. Mais c'est un peu aussi. Alors, je sais qu'il y a évidemment d'autres concurrents et d'autres outils qui sont certainement très bien. Nous, il est vraiment construit autour d'un axe transversal qui est adaptable pour tout type de métier, hein, parce que la clarté de la communication, l'orientation résultat, quoi, plein de la gestion du stress, il y a plein de critères comme ça. Et puis après, en fonction du métier de la personne, on va choisir des axes. Donc là, et c'est sous-modulable et c'est très rapide. Il est bon, très ergonomique, alors sans fausse modestie. C'est vraiment un outil qui a été développé après 20 ans d'expérience à utiliser d'autres outils. Avec Nicolas, il y a 20 ans qu'on utilisait d'autres outils. Et donc, notre outil, la Talent Zoom, a bénéficié vraiment de ce qu'on avait trouvé qui manquait dans d'autres outils. Et ne serait-ce qu'il y a une fonctionnalité qui est toute simple. C'est quand vous remplissez le questionnaire, à un moment donné, on vous dit valider, vous êtes OK, ouais, validation définitive, OK. Et on a un délai de réflexion de 48 heures. Pourquoi? Parce que dans le passé, le nombre de témoins qui avaient essayé de joindre l'éditeur de l'outil pour dire j'ai écrit un truc dans les verbatim et je veux absolument le modifier, pouvez-vous m'aider? Mais du coup, vous voyez, là, c'est une fonctionnalité toute simple, c'est-à-dire que la personne, même quand elle valide définitive, finalement, elle a un délai de 48 heures, donc elle peut au moins laisser passer une nuit dessus pour pouvoir revenir et modifier dans la plus grande discrétion ses réponses. Alors, dans les commentaires, on a une remarque qui est intéressante, mais finalement, dans une démarche 360, l'outil est quand même relativement secondaire. Ce qui est important, c'est la démarche initiée et puis la qualité de la restitution. Et à ce sujet, Martine nous demande, à part votre exemple de débriefing à 3, ce débriefing est-il effectué en interne avec RRH et ou hiérarchique ou en externe avec le consultant? C'est plutôt en externe avec le consultant. Ouais. Ça peut se faire avec un RH en interne, sous réserve que tout le monde soit d'accord. Mais je trouve qu'on commence quand même à tordre le bras un peu du manager observé. On commence à lui dire, on commence par lui parler de confidentialité, d'anonymat, puis finalement, on va être 3. Bon, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai un client qui s'y prend de cette façon-là. On s'éloigne de l'anonymat. C'est pas interdit. Le tout, c'est de le dire au départ. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la personne le découvre en cours de route. Si on le dit au départ, au moins, elle peut ne pas rentrer dans la démarche en disant, moi, j'ai pas envie d'entrer dans une démarche comme ça, je le fais pas. Mais moi, je trouve qu'on s'éloigne. Il vaut mieux aller voir l'entreprise après le débriefing pour témoigner, plutôt que les faire participer au débriefing. Parce que les entreprises n'apprennent rien. Oui, moi je crois que la finalité de la démarche, j'entends Martine, et c'est légitime de se dire qu'est-ce qu'on en fait, nous en tant qu'RH, on paye tout ça et on n'a pas de retour. Mais vraiment, l'objectif de la démarche, il ne faut pas oublier que c'est mettre la personne qui fait son démarche dans une dynamique de développement. Et si elle est sur ses gardes, parce que déjà elle a peur, c'est pas facile, hein, c'est l'exercice du miroir, hein, donc il y a des trucs qui plaisent et des trucs qui plaisent moins. Donc c'est déjà pas facile de découvrir ces résultats, de les accepter. Donc il vaut mieux faire les choses en deux temps pour aider la personne vraiment à bien comprendre son truc. Et après, oui, pourquoi pas faire un entretien avec RH hiérarchique, pourquoi pas. Mais vraiment, si on veut faciliter que la personne accepte, faire preuve de lucidité pour bien comprendre les messages qu'on lui avait fait passer, c'est important, quoi. C'est vraiment important qu'il y ait cette relation de confiance où on peut se dire, on peut faire preuve d'humour, et c'est vraiment important parce que c'est pas facile. Et après, why not? Au contraire, très bien. Moi, je vous l'ai dit, ça m'est arrivé de dire, on fait un point avec le RH et le hiérarchique. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Voilà. Mais c'est dans le deuxième temps. C'est pas facile d'accueillir ces résultats. Alors, on touche à la fin de ce webinaire. En conclusion, ce que j'aimerais savoir, c'est, et je vais te laisser la main, Hélène, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Parce que le 360, c'est quand même une évaluation particulière. Tout à l'heure, on me disait comment on intègre ça avec des enquêtes de satisfaction. C'est pas la même démarche, bien évidemment. Ça peut venir compléter une autre démarche. Mais c'est quoi les erreurs à ne pas commettre? On les a
évoquer certaines grâce aux questions des personnes qui sont présentes. Bah déjà, c'est vraiment, je pense, la plus importante, c'est si le consultant ne garantit pas la qualité et l'éthique du processus. Et on revient sur ces questions de confidentialité, d'anonymat. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Quelque chose de très pratique aussi, c'est qu'il faut, pour que ça soit intéressant et utile pour la personne qui fait son 360, c'est qu'elle puisse interroger des personnes qui la connaissent. Donc, il ne faut pas commencer un 360 si on est là depuis 2 mois dans une entreprise, dans un nouveau poste. Non, il faut qu'il y ait quand même au moins 6 mois. Ça, je pense que ça peut être un truc. On l'a évoqué aussi en début de webinaire, c'est la question du choix des témoins. C'est important que la personne qui fait son 360 puisse choisir ses témoins, avoir au moins un doigt de regard dessus, même si on lui demande de choisir telle personne et telle personne, entre autres. Mais c'est important aussi de trouver des critères objectifs. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre parmi mes collaborateurs ceux avec qui je m'entends bien et pas les autres. Non, il faut vraiment, et ça c'est à notre rôle, à nous consultants, d'aider le manager, ou pas manager d'ailleurs, à identifier des critères objectifs. C'est par exemple, s'il a dit 10 collaborateurs directs, et ben c'est les 10 collaborateurs. Voilà, il ne faut pas essayer de trouver des choses qui pourraient ensuite être contre-productives, parce que si quelqu'un apprend que ses collègues ont été sollicités et pas lui, c'est pas terrible pour des marches de développement, transparence et compagnie. Je voudrais ajouter quelque chose. Dans le titre du webinaire, on parle des enjeux actuels du monde du travail et en quoi le 360 peut aider à développer ça. Avec le télétravail, on s'est aperçu que les conditions de management et les conditions de travail ont beaucoup évolué. Alors aujourd'hui, on revient sur une situation hybride avec du présentiel et du télétravail, bien sûr. On s'est aperçu que le télétravail a mis en exergue un certain nombre de carences ou de difficultés que pouvaient avoir les managers. On a eu aussi de très, très belles surprises, des gens qui se sont révélés à travers ce management à distance. Et nous, il nous semble que le 360, dans cette reconfiguration radicale quand même, qu'est le télétravail pour certaines entreprises, ça n'existait pas. Et puis, ils ont été obligés de s'y mettre. On trouve que on en parle avec Hélène et on le fait, et on met ça en avant souvent, c'est que ça peut permettre aux managers, et là on peut avoir une culture de feedback, de mieux comprendre quelles sont les attentes des différents groupes, des différentes personnes qui l'entourent au travail, du fait de cette nouvelle situation qu'est le télétravail. Et le présentiel encore un peu maintenant, effectivement. Mais du télétravail. Le télétravail est une situation tellement particulière que on trouve que c'est intéressant d'utiliser le 360 pour mettre en lumière des attentes qui se sont peut-être révélées à travers le télétravail de l'entourage des personnes travaillant dans les entreprises. Et ça, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau. Et puis, il y a une autre chose très nouvelle, c'est que quand on a réussi à recruter quelqu'un, les entreprises souvent ont envie de le garder. Et donc, ça peut être intéressant de créer de la culture de feedback à partir du 360 pour garder les collaborateurs, stabiliser les collaborateurs au mieux. C'est pas ça qui fera. Bon, il y a d'autres, ça n'est pas le seul outil qui permettra de le faire, mais ça peut y contribuer, nous semble-t-il. Oui, Christophe, je voudrais rajouter quelque chose d'essentiel par rapport à ta question. La pire des choses, ça serait d'en rester, vous savez, la personne, elle reçoit son questionnaire, le rapport de restitution, et elle le range dans un coin où elle n'y revient jamais. Ça n'a pas de sens. Faire un 360 pour faire un 360, pour faire une photo à un instant T, ok, très bien. Mais c'est derrière, il faut en faire quelque chose. Un 360 n'a de sens que si derrière, ça se prolonge par un plan de développement qui peut être très simple. C'est 2-3 actions maximum. Mais voilà, qui vont cibler et qui vont permettre à la personne de faire un pas en avant, de progresser par rapport
un Ouais, objectif. parce on a beaucoup parlé de la façon de mettre en place le 360, de comment les personnes le vivent, mais finalement, c'est quoi la finalité? C'est de mettre en place un plan de développement. Oui. Et voilà. Et c'est pas le catalogue de bonnes résolutions, hein. C'est les 2-3 trucs qui disent waouh, voilà, il y a avant, après, et ça m'a été utile. Le pire qui puisse se passer dans une démarche 360, c'est pas que ça se passe mal, parce que grosso modo, on est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Et si c'est pas nous, on forme les gens qui utilisent Talent Zoom, et donc ça se passe bien. Le pire de tout, c'est qu'il se passe rien. Là, c'est dramatique. L'investissement devient une charge. Là, on s'est planté, quoi. Là, on s'est planté. Ça marche. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a répondu à pas mal de questions. Exactement, Dominique nous dit oui, si on fait rien, ça fait pchit. C'est exactement ça. Ah oui. Oui, exactement. Tout à fait ça. Et c'est dommage. Eh ben, je vous remercie. Merci Hélène. Merci Nicolas d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir éclairé sur le sujet, la pratique du 360 degrés. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay sur MyRHline d'ici jeudi matin. Et puis, si vous avez des questions, si vous souhaitez approfondir le sujet, j'ai mis le lien là, talentlands.com, et vous avez directement accès à l'outil Talent Zoom. Et puis, vous pouvez retrouver Hélène Janet et Nicolas sur LinkedIn, par exemple, Ouais. si vous avez des questions à leur poser. Bien sûr. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une bonne journée et une très bonne semaine. Merci Christophe. Merci. Merci pour vos questions. Merci, au revoir. Au revoir.